les gens qui pensent que Daphné du Maurier est un écrivain romantique pour dames en mal d'amour, ce n'est pas du tout ça. Daphné du Maurier est un écrivain qui n'hésite pas à tremper sa plume dans la noirceur de l'âme. Et moi, c'est ça qui m'a fascinée tout de suite. Et je dirais, en plus de cet intérêt que je lui portais, elle a été le premier écrivain qui, à mes yeux, considérer les maisons presque comme des êtres humains, à l'instar, bien sûr, aussi des sœurs Brontë et de Margaret Mitchell, bien sûr, avec Tara. Mais en tout cas, elle m'a transmis ce goût de la mémoire des murs. C'est vrai que dans toute l'œuvre de Daphné du Maurier, les lieux, on va beaucoup parler de Manderley tout à l'heure, les lieux, ce sont comme des personnages principaux qui agissent sur leur entourage, en fin de compte. Hein. Et c'est vrai aussi que quand j'ai commencé à la lire, il y a eu donc Rebecca, que j'ai donc lu à ce moment-là, mais j'ai tout de suite voulu lire les autres livres de Daphné du Maurier. Je me souviens d'avoir été dans une librairie anglaise pour tout de suite, à Londres, pour tout de suite acheter tout le reste, les nouvelles, les autres romans, La Crique du Français, L'Auberge de la Jamaïque, oui. Le Général du Roi. J'avais une fringale totale des livres de Daphné du Maurier, que j'ai toujours d'ailleurs. Très rapidement, une petite parenthèse. C'est plutôt une acception anglaise. Qu'est-ce qu'un roman gothique ? Alors, je sais que Daphné du Maurier n'aimait pas qu'on appelle ces livres gothiques. Et donc, c'est une appellation qu'elle aurait réfutée, mais il faut bien qu'on en fasse la définition. En fait, on peut dire que ça prend ses racines justement dans l'œuvre des sœurs Brontë. Peut-être parce que il est toujours question de manoir, de vent. Je pense notamment, par exemple, Les Hauts du Hurlevent, Jane Eyre. Toujours aussi des ambiances qui, même si elles ne sont pas surnaturelles, ou même s'il n'y a pas des fantômes, des choses comme ça, mais peut-être créer des livres qui créent une ambiance psychologique macabre, qui n'hésite pas, là encore, à aller dans le noir plutôt que l'eau de rose. Mais je dirais que, à mes yeux en tout cas, et je pense que je ne suis pas la seule, Daphné du Maurier son œuvre ne peut pas se résumer uniquement à cette... Oui. C'est vrai que pas de fantôme, enfin pour moi, Rebecca est un fantôme quand même. Je ne suis pas d'accord avec vous. Ou un spectre plutôt. Non. C'est pas un fantôme, un fantôme est une apparition qui vient comme ça et qui fait peur. Pour moi, ce qui est beaucoup plus fort ici, c'est que Rebecca, c'est aussi l'idée de ce qu'on s'en fait. Et c'est-à-dire que cette jeune Madame de Winter se sent toujours comparée à cette première épouse qui savait tout tellement bien faire. Et donc c'est l'idée qu'on se fait de Rebecca. On va y revenir, mais je disais ça de manière symbolique. Peut-être ce sont des signes qui sont comme des fantômes. Enfin, on en reparlera. On en reparlera. Alors, vous me disiez que vous écriviez déjà à 12 ans, comme une certaine Daphné du Maurier. Alors il y a plus d'un point commun entre elle et vous, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai, il y en a beaucoup. Elle m'a donné le goût, justement, des murs qui parlent. Quand j'ai commencé à écrire des romans, j'avais donc 12, 13, 14 ans. J'écrivais en anglais, puisque j'écrivais pour ma mère qui évidemment parle français, mais bon, je parlais français à mon père, et d'ailleurs c'est toujours le cas, je signale, je parle français à mon père et anglais à ma mère. Et donc c'est vrai qu'elle m'a guidée aussi dans l'écriture de nouvelles, puisque Daphné du Maurier excellait dans l'art de la nouvelle, qui est malheureusement méconnu en France. C'est un art qui est boudé par les libraires et je trouve ça dommage parce que je trouve que les nouvelles sont une autre forme d'écriture très intéressante. Et surtout beaucoup plus aisé à lire qu'un long roman en plus de ça. C'est pas plus facile dans le mauvais sens du terme, mais bon, c'est plus accessible, dirons-nous. Mais c'est d'ailleurs dans ces nouvelles, me semble-t-il, je rappelle que Les Oiseaux, par exemple, Hitchcock a adapté l'œuvre de Daphné, enfin la nouvelle de Daphné du Maurier. Les gens ne le savent pas, mais c'est surtout dans ces nouvelles que Daphné du Maurier explorait les thèmes les plus noirs et les plus dérangeants. On va y revenir d'ailleurs, voilà. Alors donc, je disais cette grande affinité avec cet auteur, qui était très fier de ses ascendances françaises, bon, qui était un petit peu arrangé quand même, enfin, ça l'a déçu par la suite, quand elle a su qu'elle était vraiment l'origine du nom de du Maurier, quand même. Ça l'a pas déçu, oui, ça l'a étonné, mais ça l'a amusé. Oui. Ça aurait déçu son père qui était très snob et sa grand-mère son grand-père qui était encore plus snob. Oui. Est-ce que vous voulez que je dise que je raconte l'histoire ? On va en parler. Mais alors, c'est vrai qu'elle se considérait comme ayant une double nationalité. Elle aussi, vous avez
avez ça en commun avec elle également. Voilà, c'est pas les seules caractéristiques que vous partagez avec elle. Bon, on va voir ça après. Alors, vous conduisez vous-même une belle carrière d'écrivain, très belle, même adaptée au cinéma. Quand et comment avez-vous décidé de vous lancer dans l'aventure biographique qui nous réunit aujourd'hui? Je ne vous dis pas toute votre carrière, mais Daphné du Maurier. En fait, je n'avais jamais pensé écrire la vie de Daphné du Maurier. Je n'aurais jamais osé le faire. La biographie, c'est pas vraiment votre spécialité en plus. Pas du tout. Oui, oui. Et donc, en fait, c'est drôle parce que c'était une histoire d'édition et d'amitié. À force de parler d'elle dans mes interviews, de la citer dans mes livres, si vous avez lu Boomerang, si vous avez lu Mocha, par exemple, vous remarquerez qu'en exergue, je la cite. Et donc, il a suffi qu'un éditeur malin, qui s'appelle Gérard de Cortance, qui est aussi écrivain, me propose d'écrire ce livre pour les éditions Albin Michel, puisque, vous ne le savez peut-être pas, mais Albin Michel est l'éditeur historique de Daphné du Maurier, qui publie ses livres depuis Rebecca. J'allais dire le propriétaire, pratiquement. Et donc, c'est vrai que quand on m'a proposé ce livre, il y a maintenant 3 ans, j'ai eu au début un mouvement de recul parce que je me suis dit, mais je suis romancière, comment est-ce que je vais faire ça? Je ne sais pas faire ça du tout. Je me suis quand même rappelé que pour 2 de mes livres, Elle s'appelait Sarah et Rose, j'avais fait beaucoup de recherches. L'un sur la rafle du Veldiv, parce que je ne pouvais pas me lancer dans un tel livre sans être absolument certaine de ce que j'allais avancer. Et l'autre pour Rose, pour raconter comment Haussmann avait reconstruit Paris. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que c'était à peu près la même chose, sauf que là, dans Rose et dans Sarah, j'ai pu évidemment inventer des personnages, inventer des histoires. Et là, il fallait que je reste très fidèle à la vie de Daphné du Maurier. Mais la vie de Daphné du Maurier est tellement romanesque, avec tellement de rebondissements, de secrets, qu'en fait, je me suis rendu compte que de la suivre, c'était presque comme écrire un roman. Donc, je l'ai écrite, cette biographie, comme un roman, mais je précise vraiment, et c'est très important, que je n'ai rien inventé. Ce n'est pas un roman historique du tout, c'est une vraie biographie. Oui, beaucoup de journalistes, et ça m'énerve un peu d'ailleurs, en ce moment, me disent « Bon alors, qu'est-ce que vous avez inventé qu'avez-vous brodé ?» Et je réponds rien. Tous les détails qui sont dans ce livre sont le fruit de mes recherches. Je ne me serais jamais permis d'inventer quoi que ce soit. Il y a un parfum d'authenticité incontestable et puis de foi dans ce personnage qui est remarquable. Moi, j'ai beaucoup apprécié, je peux vous dire. Je vous remercie. Voilà. Mais en même temps, vous remarquerez, j'espère, que ce n'est pas le livre d'une fan sur Daphné du Maurier. J'ai quand même voulu mettre en lumière ses défauts, puisqu'elle en a quand même. Hein, personne n'est parfait. Et Daphné du Maurier était loin d'être parfaite. Oui. Dieu merci, parce que les gens parfaits sont tellement ennuyeux. Absolument. Alors, je suppose que donc vous avez effectué des enquêtes sur le terrain. D'ailleurs, votre ouvrage commence à la première personne, comme un pèlerinage dans un lieu de naissance. Voulez-vous nous dire un mot sur le repérage des lieux qui sont, comme vous le disiez tout à l'heure, si importants dans la vie et dans l'œuvre de Daphné du Maurier, dans sa vie autant que dans son œuvre d'ailleurs? Il m'a semblé que pour m'intéresser à ce personnage et vraiment essayer de vous la montrer dans toute sa véracité, il m'a semblé qu'il fallait que je commence justement par les lieux, puisqu'elle les aimait tellement, et moi aussi. Et donc, en fait, il fallait que je voie non seulement la maison ou l'endroit où elle est née, mais aussi l'endroit où elle est décédée, et puis, bien sûr, les maisons qui ont compté, parce qu'il ne faut pas oublier que les maisons avaient une importance absolue pour Daphné du Maurier, presque plus que les êtres humains. D'ailleurs, je la cite, elle dit à un moment, je crois que je préfère Ménat est le manoir dont on va parler, oui. Je crois que je préfère Ménat aux gens. Donc c'est pour vous dire. Donc en fait, j'ai commencé ce pèlerinage, c'est exactement ce mot, en me rendant sur les lieux, un peu comme Patrick Modiano se rend sur les lieux qu'il a aimés à Paris. Et donc, c'est les seuls moments où j'apparais dans le livre, c'est-à-dire que je vous décris l'endroit tel qu'il est maintenant, et puis je repars en arrière pour vous emmener à l'époque de Daphné du Maurier, pour vous resituer. Oui. Alors vous avez rassemblé aussi beaucoup de témoignages, sur tous ces enfants d'ailleurs. Lesquels de ces témoignages vous semblent les plus précieux et les plus émouvants ?
Alors d'abord, c'est vrai que ça a été très émouvant de rencontrer les enfants de Daphné du Maurier, parce que, vous l'avez compris, c'est quand même un écrivain que j'admire particulièrement. Donc quand je me suis retrouvée face, c'est sa fille aînée que j'ai rencontrée en premier, Tessa, qui a 81 ans, l'âge de ma mère, qui vit à Londres. Et donc quand je me suis retrouvée face à elle, d'abord c'est le portrait de sa mère. Donc, les photos le montrent bien d'ailleurs. J'ai vraiment eu un choc quand elle m'a ouvert la porte. Elle a dû me trouver complètement nigaude parce que je suis vraiment restée sans voix. Ce qui est assez merveilleux dans cette histoire, c'est qu'ils m'ont fait confiance très vite. Ils avaient été échaudés par 3 biographies en anglais qui ont été écrites sur leur mère et qui ont beaucoup insisté sur la double vie de leur mère et notamment ses quelques aventures avec des femmes. Moi, j'ai choisi un autre chemin. Je ne suis pas dans le lit de Daphné du Maurier, je suis dans ses livres. Mais il fallait que je leur explique ça, que je leur convainque de mon projet. Et ce qui m'a aidée, c'est justement cette double culture, que je sois à la fois française et anglaise. Donc je pense que très vite, les 3 enfants ont compris ça. Et donc, ils m'ont donné accès à toutes sortes de documents. Et notamment, le fameux journal de Daphné du Maurier, il y a un embargo dessus. Elle a mis un embargo au moment de sa mort. On ne peut pas lire ce journal, il faut attendre 50 ans. Donc la date, je crois que c'est... Comme Marguerite Yourcenar, elle a fait la même chose exactement, oui. C'est 2039. Alors en 2039, je pense que j'aurai près de 80 ans. Bon, j'attendrai, j'espère pouvoir le faire. Mais la fille de Daphné du Maurier, elle a pu lire le journal avant qu'il soit enfermé. Et elle a pris des notes. Et elle m'a donné ces notes. Tout en me disant, ne dites rien à mon frère et ma sœur, mais je vous fais confiance. Donc ça m'a beaucoup aidée. Et puis elle m'a aussi montré des lettres écrites par Tommy, le mari de Daphné, à sa femme pendant la guerre. Et aussi des lettres qu'elle-même a écrites et reçues de sa mère quand elle était adolescente. Donc tout ça a été très 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 précieux pour moi et m'a beaucoup aidé dans l'écriture de ce livre. Et ces personnes ont suivi l'évolution de votre travail aussi un petit peu? Alors, juste à la fin. En fait, sur les 3 enfants de Daphné du Maurier, il n'y a que Tessa qui parle français. Elle a hérité de l'amour de sa mère pour la France. Donc il n'y a qu'elle qui a pu lire le livre. Et Dieu merci, elle l'a aimé, parce que sinon je crois que ça aurait été très difficile pour moi d'avoir un opprobre de la famille du Maurier. Et les 2 autres ne peuvent pas le lire parce qu'ils ne sont pas du tout bilingues. Mais elle l'a lu à la fin parce qu'il m'a semblé plus judicieux que je lui donne à la fin pour ne pas peut-être changer mon point de vue puisque je m'étais tenue à certaines lignes de conduite. Mais je vous avoue que quand je lui ai envoyé le livre, j'étais vraiment dans mes petits souliers. Et vous ne comptez pas le traduire vous-même? Mais vous savez, on me pose beaucoup la question sur pourquoi je ne traduis pas mes propres livres, étant donné que je suis bilingue. Et donc je réponds invariablement la même chose. Malheureusement, quand on est bilingue, on n'est pas forcément un bon traducteur. C'est un métier en soi, voilà, entièrement. C'est un vrai métier. Et puis surtout, il faut une certaine distance avec ces textes que moi, je n'ai pas du tout. Je n'ai pas de distance. Je suis trop proche de mes textes. Donc Puis vous avez vu la taille du livre quand même. Pas autant de distance que Madame von Mopes, j'espère. Madame von Mopes... On va en parler tout à l'heure. On va en parler de la terrible Madame von Mopes. Alors, arrêtons-nous un instant sur le titre que vous avez donné à votre ouvrage, Manderley Forever. Alors Manderley pour toujours, Manderley en anglais bien sûr. Rappelons que Manderley, c'est le nom du lieu mythique où se déroule la plus grande partie du roman Rebecca, œuvre la plus célèbre de Daphné du Maurier. Presque, comme vous le disiez d'ailleurs, l'acteur principal de cette histoire, de cet ouvrage. On peut dire que Daphné du Maurier a cherché son Manderley toute sa vie, à l'instar, comme vous le disiez tout à l'heure, du Tara de Margaret Mitchell, dans Autant n'emporte le vent aussi. Puis il y a d'autres romanciers qui ont célébré des lieux de cette façon-là. C'est vrai qu'ils sont presque considérés comme des humains, voilà, avec beaucoup d'influence. Nous reviendrons tout à l'heure sur Rebecca, ou à Rebecca, à propos de sa nouvelle réédition, qui est intéressante à observer. Vous avez suivi très scrupuleusement la chronologie dans votre récit. D'ailleurs, sans vous attarder outre mesure sur les états d'âme des uns et des autres, un peu plus qu'effleurés quand même, ils sont décrits, mais sans complaisance, dirais-je. Voilà. Pourriez-vous nous dire quels épisodes vous avez rédigés en premier et lesquels vous ont donné le plus de mal ?
Alors en fait, j'ai suivi vraiment une chronologie parce que mes recherches ont été comme un vaste puzzle que j'ai emboîté pièce par pièce. Donc ça me paraissait très difficile de commencer par la fin. De toute façon, dans mes romans, j'ai l'habitude de suivre mon histoire, de me fixer une histoire que je raconte. Et donc là, je suivais tout simplement les dates. La chronologie, carrément. Oui, oui. En fait, il y a eu 2 passages qui m'ont demandé beaucoup de travail, mais en même temps, c'était passionnant. En fait, je me suis beaucoup intéressée à comment Daphné du Maurier a écrit Rebecca. Donc on pourra peut-être y revenir tout à l'heure lorsqu'on parlera du livre, mais ce livre qui est tellement emblématique de cet auteur, je voulais vraiment essayer de percer le processus d'écriture derrière ce livre, essayer de comprendre comment l'idée est venue, comment elle l'a écrite, dans quelles conditions, où est-ce qu'elle était exactement. Donc ça m'a demandé beaucoup de travail. Et ensuite, il y a un deuxième épisode qui était méconnu à mes yeux puisque je ne le connaissais pas, qui concerne toujours Rebecca. En 1947, Daphné du Maurier a été accusée de plagiat par une inconnue qui s'appelait Edwina MacDonald, qui a écrit un livre qui s'appelait Fenêtre noire, où il était vaguement question d'une deuxième épouse et d'une grande maison. Et donc cette dame maligne s'est dit, bah tiens, parce qu'il y a eu entre-temps le film de Hitchcock, ce livre s'était vendu quand même dans le monde entier, Daphné du Maurier était devenue quelqu'un de très célèbre. Et donc, cette dame s'est dit, je vais peut-être pouvoir tirer mon épingle du jeu en prouvant que Daphné du Maurier a lu ce livre dans les années 30, voire 20, et que, voilà. Et donc, je me suis beaucoup intéressée à ce procès, puisqu'il a duré 1 mois. Il y a eu une autre histoire, d'ailleurs, également, un autre plagiat. Un autre plagiat, mais c'est pas allé jusqu'au procès. Et donc, je me suis beaucoup intéressée à la ligne de défense de Daphné, puisque je connaissais le pourquoi elle a écrit Rebecca, on va en parler tout de suite, mais en fait, je crois que ça a été une épreuve épouvantable pour elle. D'abord, ce procès qui a duré 4 semaines, et puis ces juges américains, ils étaient tenaces, hein, ils n'hésitaient pas à lui poser des questions absolument épouvantables sur sa vie intime, et elle a tenu bon. Elle a été d'une dignité extraordinaire. Elle a été d'une très grande dignité, mais ça l'a épuisée. Oui. Elle est rentrée complètement... Parce qu'elle a joué un rôle, là, elle a joué un rôle. Elle a joué un rôle. Son père était comédien, on va en parler. Il ne faut pas oublier que ses 2 parents étaient acteurs, donc voilà. Elle était comme une actrice. Donc ça m'a demandé beaucoup de travail, parce que, en fait, ce qui m'intéressait aussi dans cette question, très souvent, on nous pose la question, vous lecteurs, vous nous demandez pourquoi on a écrit tel livre. Et les journalistes aussi posent beaucoup cette question. D'ailleurs, j'en avais fait le sujet de mon roman précédent, à l'encre russe. C'est très difficile d'expliquer pourquoi et comment on écrit un livre. On a une version qu'on donne aux lecteurs, aux journalistes, peut-être une version édulcorée. Et puis, bien sûr, il y a la vraie raison qu'on ne donne pas, parce qu'elle est trop personnelle, parce qu'elle est trop intime. Et donc, c'est ça aussi qui m'intéressait. Qu'est-ce que Daphné du Maurier a dit ou pas? Quels ont été ses mensonges pendant ce procès, qu'elle a gagné d'ailleurs, hein, bien sûr, haut la main. Mais il a fallu qu'elle protège de façon assez farouche sa vie privée. Son moi, effectivement. Mais voilà, donc on va peut-être, c'est une belle transition pour expliquer comment et pourquoi elle a écrit Rebecca. Voilà, le chantier de ce roman, de ce récit Mandalay Forever, combien de temps a-t-il duré en tout? Je dirais 2 ans, puisqu'il y a eu donc toutes les recherches, aller en Cornouailles, rencontrer ses enfants, relire la trentaine d'ouvrages qu'elle a écrits, lire les biographies qui la concernent bien sûr, et puis trouver tout ce que je pouvais. J'étais comme un espèce d'ogre à la recherche de tout ce qui concernait Daphné du Maurier, même son parfum qui s'appelle Vent vert de Balmain. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce parfum qu'on ne fait plus malheureusement, mais je l'ai trouvé quand même sur Internet. Je ne vous raconte pas ce que j'ai dû faire pour le trouver, donc il est enfin arrivé chez moi, je l'ai vaporisé un peu partout. Ma famille a cru que je devenais complètement folle, mais il me fallait respirer le sillage qu'elle a laissé. Donc ce chantier, comme vous dites, il a été à la fois olfactif. J'ai aussi beaucoup regardé de vidéos d'elle, et j'ai beaucoup écouté sa voix, et j'ai regardé comment elle marchait, comment elle se déplaçait. Il y a une vidéo qu'on peut voir sur Internet, même plusieurs, je crois, qui sont assez intéressantes. Et alors, simplement, une question d'ordre plus personnel aussi quand même. Est-ce que vous vous êtes consacré uniquement pendant ces 2 ans à ce travail, ou aviez-vous d'autres chantiers en même temps?
Non, je me suis consacrée uniquement à ce travail, mais j'ai dû faire une promotion l'année dernière pour un recueil de nouvelles qui s'appelle Le Carnet Rouge, qui est sorti au mois d'avril. Et en fait, il n'était pas prévu à ce moment-là, mais on n'avait pas vraiment le choix. Et donc, j'ai dû prendre un mois pour promouvoir ce livre et faire une tournée libraire, tout en continuant à écrire Daphné, parce que je ne voulais pas lâcher le fil du livre. Donc, ça a été un peu compliqué, mais je l'ai fait. Bon, pour notre plus grand plaisir. Alors arrêtons-nous un moment, si vous le voulez bien, sur la forme. Vous proposez un ensemble conséquent de très courts chapitres, qui n'excèdent pas pour la plupart d'entre eux 2 pages et demie. Alors on est en droit de supposer qu'il s'agit d'un parti pris délibéré, à l'image d'instantanés photographiques. Je me suis surpris à plusieurs reprises à évoquer Jacques-Henri Lartigue, le photographe que vous connaissez, et ses attachantes images d'insouciance, de vie familiale, de l'entre-deux-guerres. Vous pouvez partager ce point de vue ? Oui, c'est vrai. En fait, étant donné que je suis dans l'instant présent de Daphné du Maurier, je n'ai pas le recul qu'un biographe pourrait avoir en précisant qu'à tel passage, un personnage ou un événement va avoir lieu. Je suis vraiment dans ce qu'elle vit, tout en ne prenant pas la première personne, parce que à aucun moment je suis elle. Et donc, c'est vrai, vous avez raison, j'ai écrit ce livre comme si je décrivais précisément ce qui lui arrive, un peu comme si j'avais une caméra à l'épaule. Et c'est pour ça que c'était très important pour moi de savoir tout simplement comment elle s'habillait, pourquoi les lieux sont tellement importants, parce que je voulais voir ce qu'elle voyait. Je précise, dans la première maison en Cornouailles où elle a écrit son premier roman, La chaîne d'amour, ou L'amour dans l'âme, parce qu'il a 2 titres, il fallait que je voie la chambre où elle a écrit ce premier roman, à l'âge de 22 ans, et surtout la vue qu'elle avait sur la rivière Foy, en Cornouailles. C'était très important pour moi de pouvoir situer exactement cette jeune femme à sa table qui commence sa carrière d'écrivain. Donc il fallait vraiment mettre mes pas dans les siens, et c'est vraiment ce que j'ai fait tout au long du livre. Et jamais le récit ne pèse. Et on veut toujours savoir la suite, et voilà, on dit, je vais poser le livre, j'ai autre chose à faire, et puis on est pris au piège. Moi, j'aime les livres qui sont des pièges comme ça. Tant mieux, je suis ravie. Alors, par rapport à la première période que vous évoquez, puisque c'est chronologique et que vous vous faites revivre avec beaucoup d'acuité, je trouve, celle communément appelée la Belle Époque, et qui correspond à la prime enfance de votre héroïne et consoeur, je ne puis m'empêcher d'évoquer le récit, biographie romancée, celle-là, de David Lodge relativement à Henry James. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, qui s'intitule L'auteur. Oui, bien sûr. Alors, il y a un passage que je vais vous lire, qui est très court d'ailleurs. Il faut savoir que Henry James fut un grand ami de Georges du Maurier, célèbre dessinateur satirique de la revue Punch, et grand-père de Daphné, qui est né, rappelons-le, en 1907. Alors, James et Du Maurier se connaissaient et s'appréciaient de longue date, au moins depuis 1880. Voilà. Alors, Lodge évoque avec beaucoup de panache je vais retrouver mes notes, les longues promenades et les repas en famille dans L'auteur. Alors, permettez-moi d'en citer un court passage. Voilà. Page 61. Ça vous donne pas un peu de lecture ? Voilà. Alors, 61. J'avais marqué un passage. Où est-il ? Oui. Au cours des années 1880, s'il se trouvait à Londres un dimanche et que le temps n'était pas à la pluie, il lui arrivait souvent de marcher depuis son logement de Bolton Street, près de Piccadilly, ou par la suite depuis son plus spacieux 4e dans Dover Gardens, South Kensington, jusque sur les hauteurs de Hampstead pour rendre visite à Georges du Maurier. Il se connaissaient déjà de longue date, et Henry le connaissait même avant qu'ils se fussent rencontrés, comme il aimait à l'expliquer à ses enfants. Du Maurier, qu'il écoutait poliment, l'éclaircir ce paradoxe. Un ami commun lui avait montré des illustrations de leur père dans le magazine Once a Week dès 1862, alors qu'il était étudiant en droit à Harvard. Donc, conquis, il avait suivi avec beaucoup d'intérêt et de plaisir le cheminement ultérieur de l'artiste, surtout des dessins pour Punch, où figuraient souvent ses enfants, parfois désignés par leur prénom. Ainsi, vois-tu, ma chère Trixie, ou mon cher Guy, ma chère Sylvia, selon celui ou celle à qui il s'adressait, je vous ai tous connus sur les pages de Punch,
connus en 2 dimensions, pour ainsi dire, longtemps avant le jour où je vous vis, où je vous vis en chair et en os. Et ce jour mémorable, ce jour de bon augure, vous étiez tous exactement tels que je m'y attendais, quoique vous eussiez un peu grandi entre-temps. Bien entendu, seul Chang, qui était tout à fait identique à ses portraits, et c'est toujours le cas, vous le savez. Chang était l'énorme Saint-Bernard de la famille, qui aussi apparaissait occasionnellement dans les dessins du Maurier. Voilà. Alors, ce n'est pas gênant pour Chang, grommela Gérald, quand vint son tour d'accueillir ses réminiscences. Lui, on ne l'avait pas fait enrager à l'école parce que quelqu'un avait découvert son portrait sous la forme d'un moutard en jupe dans un vieux numéro de Punch. Ou Punch, plutôt. Donc, un moutard en jupe. Alors, Gérald, c'est le papa de Daphné du Maurier. C'est amusant de voir ça, comment il est caricaturé ici. Voilà. Alors, voilà qu'apparaît Gérald, le père de Daphné, guère à son avantage ici, et qui sera bientôt un acteur, ou plutôt un comédien de théâtre, je crois. Très en vogue, et il est né en 1876 et il est mort jeune en 1934, et un homme, à tout le moins, ombrageux. C'est vrai, vous avez raison de citer le grand-père et le père de Daphné du Maurier parce qu'ils avaient une très grande importance pour elle. Donc Georges du Maurier, dit Kiki, c'était son surnom, est né à Paris, avenue des Champs-Élysées, et donc écrivain et dessinateur. Daphné du Maurier ne l'a jamais connu parce qu'il est mort avant sa naissance, mais il a eu une importance capitale pour elle dans son éclosion, dans ses débuts d'écrivain. Et même si ils ne se sont jamais vus, hélas, elle a grandi dans le culte de ce grand-père français, des portraits de lui et tous ces fameux dessins que vous venez de citer. Et elle a cherché son grand-père dans Paris, enfin les lieux de son grand-père dans Paris. Et quand elle est allée à Paris, dans cette fameuse année 1925 tellement importante, elle est allée sur les traces de son grand-père Kiki. Et ensuite, bien sûr, son père, Gérald, avec qui Daphné du Maurier avait un rapport très compliqué. C'était un homme, on peut peut-être le comparer à un Sacha Guitry, voilà, il avait cette notoriété-là. Il avait un physique assez étrange. Assez ingrat, enfin. C'était pas un bel homme, mais oui. Il avait quand même beaucoup de charme. Et d'ailleurs, il avait une vie, on va dire un peu... sa femme n'était pas très contente. Pauvre Lady du Maurier a beaucoup souffert des frasques de son mari. Et Daphné était la préférée. Mais vraiment, dès le départ, Gérard du Maurier a adoré cette petite fille par rapport à ses 2 sœurs. Et d'ailleurs, c'était pas facile pour toute cette famille parce que Daphné était vraiment la chouchou. Et au début, même si elle a grandi dans l'amour dévorant de ce père, acteur, un peu provocateur, un peu narcissique, très vite, elle a commencé à trouver cet amour étouffant. Et même si elle a profondément aimé son père, il faut quand même dire que dans son 3e roman, qui s'appelle Julius, qu'elle a écrit à l'âge de 23 ans, et qui raconte l'essor d'un homme d'affaires terrifiant qui s'appelle Julius Lévy, il a une fille qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Daphné, blonde, aux yeux très bleus, qui s'appelle Gabrielle. Et ce roman est très dérangeant parce que Julius va commettre un acte absolument monstrueux sur Gabrielle. Je ne vous dis pas lequel, vous le découvrirez. Mais j'ai toujours voulu savoir, je n'ai jamais retrouvé de lettres là-dessus, mais j'aurais beaucoup aimé savoir ce que Gérald a dû penser en lisant ce livre qui met en scène les rapports tellement ombrageux, presque incestueux, entre un père et une fille. C'est plus que troublant, effectivement. En tout cas, cet homme, tel que vous le présentez, mais on a d'autres témoignages aussi, était un homme sympathique, mais un suprême égoïste, en tout cas. Voilà. Alors, permettez-moi de vous citer, cette fois-ci, dans Manderley Forever, donc, page 74. Voilà. Sa vie durant, Gérald n'a cessé de parader, d'exécuter des pirouettes, de slalomer à travers les foules admiratives d'un pas sûr et léger. Tant de fois, Daphné le voit rire trop fort, s'admirer dans une glace, dépenser sans compter, laisser des pourboires extravagants, se moquer des autres à leur insu, exécuter des courbettes hypocrites. Sœur du Maurier, c'est bien lui, l'acteur, le directeur de théâtre, l'étoile, l'idole.
ses détracteurs le trouvent vaniteux, imbu de lui-même, superficiel. Le pire, c'est qu'il le sait et qu'il s'en moque. Oui, c'est vrai. Je pense que dans ce passage, vous avez mis beaucoup de votre talent d'écrivain aussi, parce que c'est un portrait en raccourci que je trouve absolument saisissant. J'ai beaucoup aimé ce passage. Mais vous savez, c'est un personnage tellement, quand on lit sur lui, quand on lit entre les lignes aussi, puisque Daphné du Maurier a écrit une biographie de son propre père. Quand son père est mort en 1934, elle est une jeune mariée, elle a peut-être même pas 26 ou 27 ans, et elle écrit un portrait de son père, mais absolument sans aucune complaisance, qui a d'ailleurs beaucoup choqué son entourage. Et je me suis donc inspirée aussi de ses propres lignes pour écrire ce portrait d'un père qui devait quand même être un peu particulier. Et je terminerai en disant que heureusement qu'il est décédé en 1934, parce qu'en 1938, quand elle a publié Rebecca, il n'aurait pas supporté qu'on lui dise « Vous êtes le père de Daphné du Maurier ». Je pense que ça l'aurait achevé. On voit son portrait sur Internet, on trouve un site où on parle de lui, avec toutes les pièces qu'il a dirigées, réalisées. C'est lui qui est le créateur de Peter Pan, il ne faut pas l'oublier. Hein, pas le créateur, non. Pas le créateur. Son ami J.M. Barrie, oui. et donc le grand dramaturge, oui. a créé Peter Pan oui. pour Gérald du Maurier, qui jouait à la fois Monsieur Darling et le terrible capitaine Crochet. Il jouait le capitaine Crochet, voilà. Effectivement. Mais je précise que dans la version... Là, vous avez les épreuves. Oui. Mais je précise que dans la version finale de mon livre, il y a un cahier photo avec 25 photos. Très, très joli, je l'ai feuilleté, c'est magnifique. On peut voir le visage étrange de Gérald du Maurier. Et on le voit aussi sur le site Internet, c'est assez amusant. Il avait une figure pas renfrognée, mais un peu cabossée quand même, et puis très marquée surtout, par tous les excès qu'il a commis dans tous les sens, parce qu'il ne se refusait rien, j'ai l'impression. Voilà. Alors, on est surtout à cette époque dans la saga d'une famille d'artistes de l'entre-deux-guerres. La maman, comme vous le disiez, avait été elle-même actrice. Elle a renoncé à sa carrière pour gérer la vie de famille. Et ça n'était pas simple. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que Daphné du Maurier est née de 2 acteurs. Donc, Oula, je suis attaquée par je ne sais pas ce que c'est, une mouche. Elle s'appelait Muriel Beaumont. Elle était très belle. Et elle a rencontré Gérald du Maurier en jouant à une pièce, écrite par J.M. Barrie d'ailleurs. Ils sont tombés absolument redingues amoureux. Mais bon, elle a laissé tomber sa carrière pour avoir des enfants. Et c'est vrai aussi que gérer la carrière et le quotidien d'un homme comme Gérard du Maurier n'était pas facile, parce qu'il était en même temps assez agaçant. Il lui fallait telle chose pour son petit déjeuner. Et puis surtout, il s'ennuyait très vite. Quand on partait en vacances avec lui, et d'ailleurs Daphné raconte ses vacances incroyables, parce que la famille du Maurier partait loin, partait en Italie, partait en France, partait en Suisse, partait au Maroc. Et donc, il faut imaginer cette famille avec ces monceaux de valises, de pourboires, les intendants, les secrétaires. Et les domestiques, parce qu'ils avaient un grand train de maison. Les domestiques. Ouais. Et puis, à l'époque, comme vous le savez, les voyages prenaient beaucoup plus longtemps. Hein, et il fallait prendre le train, ensuite le bateau pour traverser la Manche, ensuite un autre train, et puis un autre train. Et quand on arrivait à l'hôtel, Gérard du Maurier n'était jamais content. Il n'aimait pas l'exposition de la chambre, il trouvait que les gens étaient chelins. Ça c'est un code du Maurier, vous verrez ce que c'est, parce qu'il y a tout le code, je l'ai traduit à la fin du livre. Bref, il n'était jamais content, et Muriel était, mais vraiment d'une patience. Non seulement il l'a trompée, ce qui n'était pas très drôle, mais il n'était jamais content de quoi que ce soit. Et donc Daphné décrit ça d'une façon très amusante dans ses mémoires. Fallait-il que cette femme l'aime, hein, parce que c'est extraordinaire. Hein. Alors, enfant et adolescente, Daphné vit beaucoup dans l'imaginaire. Et d'ailleurs, on la voit tout le temps en train de faire des mises en scène et de jouer un rôle de garçon. On va y revenir d'ailleurs. Donc, Daphné vit beaucoup dans l'imaginaire. En particulier, elle affectionne de se prendre pour le garçon qu'elle aurait rêvé d'être à certains moments. Eric Avon, je suppose qu'il faut dire Avon, pas Avon. Enfin, oui, Eric Avon, exactement. Avon. Personnage imaginaire double qui la poursuivra une grande partie de sa vie et qui la rattrapera parfois. Alors, vous l'évoquez très tôt, on va la découvrir un instant. Alors, il faut vous dire, la famille du Maurier est reçue chez des amis dans un endroit qui s'appelle Milton Hall, et Daphné, alias Eric, observe une certaine Madame Parker. Ça m'a beaucoup amusé, et d'ailleurs on retrouve la suite après.
Page 46. Alors voici ce court passage. C'est l'intendante de Milton Hall, une femme maigre, de haute stature, vêtue d'une robe noire. Vous voyez qui arrive ? Une femme, bon, elle porte ses clés à la ceinture, ne sourit jamais, son visage est d'une blancheur effrayante. Elle s'appelle Madame Parker. Tout le monde a peur d'elle. Mais il paraît que Madame Parker est une intendante remarquable et que Milton ne serait pas Milton sans elle. De sa cachette, en retenant sa respiration, Eric Avon, c'est-à-dire Daphné, la regarde passer. Ses yeux suivent la traîne de la robe noire qui effleure le sol. Alors bien sûr, tout le monde a compris qui on est en train de découvrir ici, c'est Madame Danvers. Mais oui, et moi ça m'a beaucoup intriguée. Et en fait, j'ai toujours voulu, donc Madame Danvers, pour ceux qui ne le savent pas, d'ailleurs j'aimerais savoir qui a lu Rebecca ici. D'accord, donc pas mal de gens. D'accord. Bon, peu qui n'ont pas lu Rebecca, Madame Danvers est la terrifiante gouvernante de Manderley. Et dans le film de Hitchcock, elle est remarquablement campée par Juliet Anderson. Elle a un visage mais exactement tel qu'on vient de décrire. Et donc moi, je me suis intéressée à d'où vient cette Madame Danvers quand même. Où est-ce que Daphné du Maurier est allée chercher ça? Et donc dans ses mémoires, j'ai trouvé trace de cet épisode où elle joue à être Eric Avon avec ses sœurs dans les couloirs de Milton. Et tout d'un coup, cette femme passe avec cette longue robe noire et ce bruit de clé à la ceinture. Et donc, plus tard, ça sera Mrs. Danvers qui aura un rôle si important et si inquiétant dans Rebecca. Oui, absolument. Alors, vient pour Daphné le moment des premières découvertes littéraires et des rencontres qui influenceront beaucoup sa création. Alors, pêle-mêle, je vais citer Stevenson et bien sûr L'île au trésor, bien entendu, parce qu'il y a une auberge au début qui va nous faire penser à autre chose. Alors, donc, l'autre, ça aura l'influence sur l'auberge de la Jamaïque. Somerset Maugham pour les Français. Oui. Mais si vous dites Somerset Maugham en Angleterre, on va vous regarder avec des yeux ronds, on ne sait pas qui c'est. Voilà. Alors, j'ai dit ça une fois, mais on dit Somerset Maugham. On avait bien en envoyant la... Très bon accent, bravo. Ah, je me suis entraîné beaucoup, il faut dire. Voilà. Et donc, qui est un écrivain... Enfin, il est encore publié aujourd'hui, mais enfin, c'était un écrivain absolument immense de cette génération, et je trouve qu'il n'a pas la place qu'il mérite. Hein. Alors, il y a encore plein d'autres personnes. Alors, donc, un admirable conteur, Catherine Mansfield. Alors Catherine Mansfield, trop tôt disparue, et que Daphné aurait peut-être aperçu à sa fenêtre. Ah, vous avez un très beau passage là. C'est vrai que Daphné du Maurier donc, adorait les nouvelles de Catherine Mansfield, et elle a découvert que, donc, je ne sais pas si vous connaissez Londres, mais à Londres, il y a un quartier qui s'appelle Hampstead. Et c'est là où vivait Daphné du Maurier, c'est en hauteur. On a une vue magnifique d'ailleurs sur tout Londres. Et Daphné du Maurier, qui lisait Catherine Mansfield le soir dans sa chambre, a découvert un petit peu plus tard que cette romancière qu'elle admirait tellement vivait dans la maison d'en face, et que cette lumière dans une pièce qui restait allumée toute la nuit et qu'elle regardait sans savoir qui habitait là, eh bien elle a su que Catherine Mansfield vivait là, et elle a pris cette lumière un peu comme un signe. Comme un signe et comme un éclairage pour elle-même peut-être. Exactement. Aussi. Alors il y a aussi des gens qui sont bien oubliés. Evie Compton Burnett. Bon, qu'Evie Compton Burnett soit un peu oublié maintenant. On a réédité récemment une histoire de famille. Là, je me souviens pas comment. Je pense qu'elle est vraiment pas très connue en France. Oui, je pense qu'on ne gagne pas grand-chose à la connaître à mon avis. Mais bon, alors je trouve que ça a vieilli en tout cas. Il y a aussi la famille Brontë. Alors là, bon, pas connaissance directe parce que ça n'est pas du tout la même génération. Enfin, là où il y a aussi, elle a travaillé sur le frère d'ailleurs. Plus tard, elle écrira la biographie de Bramwell Brontë, le frère des sœurs Brontë. Le pauvre frère délaissé. Méconnu. Alors, elle s'est intéressée à Maupassant également. C'est pas étonnant. Hein. Je sais qu'à un moment. Et elle le lisait dans le texte. Voilà. Hein. Et vous évoquez le Horla à un moment, je me souviens, et c'est tout à fait dans la même lignée en fin de compte. Hein. Alors, Anatole France. Je dirais injustement décrié aujourd'hui, pas oublié, mais décrié, parce que on lit moins Anatole France, qui est un écrivain admirable, mais en plus de ça, on lui reproche d'être trop académique, etc. Moi, je me plonge dedans, je n'en sors plus. Enfin, je sais pas, je suis un peu vieillot peut-être, voilà. Alors, bien sûr, d'autres également, Oscar Wilde,
Maurice Maeterlinck, l'admirable Maeterlinck, Sacha Guitry qu'ils ont croisé, Georges Duhamel, Graham Greene. La liste n'est pas exhaustive. Hein. Dès son jeune âge, elle est rongée par la fièvre de l'écriture. Les poètes romantiques qu'elle aimait aussi beaucoup. Oui, absolument. Oui. Alors, son recueil de nouvelles, récemment constitué et édité par Albin Michel, le propriétaire, si j'ose dire, le recueil de nouvelles La Poupée, eh bien, son premier opus, en fin de compte, enfin ses premières œuvres sérieuses, mais qui n'ont pas toutes été publiées à ce moment-là. Elle a essayé de les vendre dans divers journaux, c'était difficile, qu'une enfant, enfin une toute jeune fille d'à peine 20 ans, ose proposer des nouvelles comme ça, parce qu'elles sont terribles. Alors on reste confondu devant le fait qu'une si jeune personne puisse concevoir des histoires à la fois si noires et si troubles. Hein, j'ai dit à peine 20 ans quand elle les compose. Enfin, la nouvelle La Poupée elle-même est terrible pour ça. Hein, c'est terrifiante, et c'est vrai qu'on ne va pas raconter pour celles qui ne l'ont pas lu, mais en fait, ce qui est assez extraordinaire dans l'œuvre de Daphné du Maurier, c'est que elle avait ce physique angélique de quelqu'un qui avait l'air vraiment d'être très innocente, de voir la vie avec des petits rubans roses, mais en fait pas du tout. Elle a plongé très vite. Ses premières nouvelles, et pas seulement La Poupée, mais il y en a toutes ces nouvelles de jeunesse sont d'une noirceur absolue, mais vraiment presque choquante. Mais moi j'avoue que c'est ça qui m'a plu tout de suite quand j'étais moi-même jeune fille. Je pense que si Daphné du Maurier avait écrit des choses sirupeuses, je l'aurais oublié très vite. Et puis alors là, elle a déjà un art confondant de la nouvelle, hein, de vraiment l'événement précis qui provoque des choses absolument incroyables. Et dans une forme très ramassée, parce qu'elle ne s'encombre pas de détails, elle va droit au but et elle touche au but tout de suite, hein, à mon avis. Hein, voilà. Alors, on va évoquer maintenant une époque très importante de sa jeunesse, une époque fondatrice, Paris, bien sûr, qu'elle avait toujours rêvé de voir. Elle apprend très bien le français, elle parlera très bien. Vous parliez de son expression angélique tout à l'heure. Elle a quand même, d'après les photos, quelque chose dans le regard de troublant. Elle avait des yeux bleus très clairs. Vous avez remarqué aussi. Oui, oui. Très, on ne sait pas ce qu'elle regarde. On a l'impression qu'elle radiographie les êtres qu'elle regarde. Plus ou moins. Moi je pense qu'elle faisait ça. Oui, effectivement. Alors, une époque très importante, Paris, et avec l'influence envahissante d'une directrice d'études conquérante et conquise. Mais conquérante et conquise par qui? Par Daphné ou par Éric Avon? Alors, on va resituer. Daphné est donc partie à Meudon pendant 1 an, en 1925. Elle a à peine 18 ans, pour aller dans ce qu'on appelait un finishing school. Alors, c'est un pensionnat pour jeunes filles de bonne famille. Et donc, elle est partie là-bas, très contente de fuir son père, qui était donc devenu un peu étouffant. Et surtout d'aller sur les traces de Kiki, son grand-père. Elle prenait le métro, elle arrivait à Montparnasse et elle passait sa journée assise au café Le Dôme, au carrefour Vavin, si vous connaissez Paris. La prochaine fois que vous allez à Paris, vous sortez au métro Vavin et vous allez au café Le Dôme. Et là, vous êtes sur les traces de Daphné du Maurier. Et en fait, dans ce pensionnat à Meudon, dont j'ai retrouvé la trace, puisque malheureusement il a été détruit et il est maintenant, c'est une barre d'immeubles très moche qui le remplace, il y avait cette Fernande Yvon. Fernande Yvon était la directrice de Camposénia, c'était le nom du pensionnat. Une femme qui avait 10 ans de plus que Daphné, très sophistiquée, française, brune aux yeux verts. Et il y a eu tout de suite une sorte d'attirance, de fascination entre les deux. Évidemment, tout ça de façon extrêmement clandestine. Et puis surtout, Daphné, il faut quand même aussi que je parle brièvement de son cousin, l'histoire avec son cousin Germain, pour vous montrer à quel point Daphné aimait le secret. À l'âge de 14 ans, alors qu'elle se trouve au bord de la mer avec ses parents, dans le Devon, son cousin, qui a 20 ans de plus qu'elle, et qui est là avec sa femme, 26 ans de plus qu'elle, et qui est là avec sa femme, va commencer à regarder Daphné du Maurier d'une façon qui n'est pas du tout, on va dire, familiale. Mais elle, au lieu d'être choquée, elle trouve ça absolument formidable que ce beau cousin Jeffrey, du haut de ses 36 ans, la regarde comme ça. Et donc, elle trouve ça encore plus excitant que ça se passe au nez à la barbe de la femme de Jeffrey et surtout de ses parents. Pour vous montrer quand même, la jeune femme en question, elle n'avait pas froid aux yeux puisqu'il ne s'est rien passé entre eux du tout, mais c'était quand même plus qu'un béguin.
Elle était provocatrice quand même. Elle était assez provocatrice. Et donc, pour revenir à Fernande Yvon avait une cour autour d'elle dans ce pensionnat. Toutes les jeunes filles avaient un peu un béguin pour Fernande Yvon. Et Fernande avait un salon particulier où elle allait avec ses élèves. Et évidemment, on ne pouvait pas rentrer dans ce salon si on ne faisait pas partie de l'élite. Les chouchous, pour dire la vérité. Voilà. Et un soir, Daphné du Maurier se dit « Ok, je ne fais pas partie de cette élite, mais enfin quand même, je suis la fille de Gérard du Maurier, je suis la petite fille de Georges du Maurier, j'ai du sang français. » Et donc, elle prend un livre, elle rentre dans ce fameux salon où elle n'a pas droit d'entrer. Les autres la fusillent du regard. Et évidemment, Fernande Yvon trouve ça extrêmement audacieux et lui dit « Venez près du feu, mon enfant. » Donc là, Daphné sait que la bataille est gagnée. Ouais. Et elle va devenir la favorite de Fernande. C'est une histoire qui est restée très secrète. Personne n'en a jamais rien su. Cette amitié amoureuse est devenue plus tard une très longue amitié qui a duré toute la vie des deux femmes. Mais ce qui est très important, et pourquoi j'insiste sur cet épisode, c'est que c'est auprès de Fernande, en Bretagne et en Auvergne, puisque Daphné a suivi Fernande pendant tout cet été-là, qu'elle a commencé à écrire ses premiers textes. Et donc Fernande Yvon a été sa première lectrice. Et c'est pour ça que j'ai vraiment insisté sur cette année française qui, je pense, a donné aussi une couleur d'écriture à Daphné, puisqu'elle a commencé à écrire en France. Et Daphné avait besoin d'être motivée, cette personne l'a motivée tout simplement. Elle écrivait un peu pour elle au départ. Elle écrivait pour elle aussi, et puis bien sûr, elle avait besoin de cette intensité du secret, puisque, en fait, si on doit caractériser les romans de Daphné du Maurier, ils ont tous quelque chose en commun. Tout ce qui ne se dit pas, tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qui est sous la surface, et bien sûr cette intensité d'écriture. Et donc comme Daphné la vivait dans sa vie, c'est normal qu'elle ait mis dans son écriture et dans ses livres. Alors on va passer maintenant à un autre aspect. On va souligner la grande importance des séjours balnéaires, de la mer, des bateaux, de ces chères cornouailles. Alors le mot est au pluriel parce que ce sont les cornouailles britanniques, pas la cornouaille française qui est une partie de la Bretagne. C'est ce qui distingue les deux. Alors toute son œuvre sera pénétrée aussi de cet aspect des choses. Alors nous citions tout à l'heure l'Auberge de la Jamaïque de Stevenson. L'île au trésor, bien sûr. On pense aussi au Moonfleet qu'elle a dû lire de John Mead, dont Fritz Lang a tiré un chef-d'œuvre extraordinaire avec les acteurs Stewart Granger et puis George Stevens qu'on va retrouver, on reverra dans Rebecca aussi Stevens. Voilà. The Golden Crest, est-ce que ça vous dit quelque chose, The Golden Crest? Oui, ça me dit quelque chose, mais... En français, Le Galion d'or. Oui. Bien oublié aujourd'hui, un magnifique roman du même genre, de Frank Crisp aussi. Mais plus personne ne lit ça aujourd'hui, et c'était magnifique. Moi, ça a enchanté ma jeunesse, parce que j'aimais bien la littérature de voyage. Alors, on va s'arrêter un petit moment maintenant sur Rebecca, si vous voulez bien, parce qu'il faut en parler, et puis pour deux raisons, parce que c'est le chef-d'œuvre, bien sûr, de Daphné du Maurier, mais surtout, ça vient d'être réédité. Nouvelle édition. Nouvelle traduction. Nouvelle traduction. Alors, nouvelle traduction, nouvelle édition, toujours chez Albin Michel, bien sûr. Première traduction en français, donc celle de Denise von Moppes, 350 pages, toujours chez Albin Michel. Maintenant, la version d'Anouk Nehoff, 535 pages, même taille de police, même grandeur de lettres, un plus grand nombre de lignes par page que pour la première version. Tout calcul fait, non, dans la première version, les lignes sont plus serrées. Tout calcul fait, la dernière version est nettement plus longue et donc plus fidèle à l'original. Vous le dites très bien d'ailleurs. Madame von Moppes, qui a beaucoup sévi comme traductrice, et pas seulement la traductrice de l'anglais, elle traduisait l'allemand aussi. Elle a beaucoup sévi, et pas seulement dans l'œuvre de Daphné du Maurier non plus, elle se targuait du titre d'écrivain. A-t-elle trahi en adaptant? Parce qu'elle a plus adapté que trahi en fin de compte. A-t-elle trahi? Alors je vais vous citer encore, très rapidement, c'est à la page 239. Que voici. Daphné, dites-vous, lisez parfaitement notre langue. A-t-elle comparé cette édition avec son texte original, constaté à quel point ses descriptions avaient été tronquées? J'avais découvert que la traductrice avait escamoté ça et là les réminiscences de l'héroïne, l'obsession de Rebecca et ses pensées essaimées de rêverie.
Alors donc, effectivement, certains puristes pourraient parler presque de trahison. Ah mais il faut parler de trahison. Oui. Malheureusement, l'édition que vous avez tous lue, ceux qui ont levé la main, vous avez lu une édition tronquée, puisqu'on a découvert que cette traductrice avait escamoté presque une quarantaine de pages, presque 12% du texte, au niveau des descriptions, au niveau aussi des dialogues, dans une scène capitale entre Mrs. Danvers et la deuxième Madame de Winter dans la chambre de Rebecca. Et en fait, on ne sait pas pourquoi ces coupes ont été faites. J'ai vraiment poursuivi mes recherches de façon très fouillée. Et j'en ai déduit que, malheureusement, à une époque, on laissait les traducteurs et traductrices complètement libres. Aujourd'hui, les éditeurs surveillent tout ça de très très près. J'en sais quelque chose parce que mes propres livres sont parfois traduits de l'anglais, puisque j'écris souvent en anglais. Donc, Madame von Mopes, elle a vraiment fait des coupes telles dans le livre de Daphné du Maurier que je me suis demandé comment était-ce possible que Daphné du Maurier, qui lisait parfaitement le français, je pense qu'elle s'en est rendue compte, mais je n'ai pas retrouvé de traces écrites. Et donc, comme je me suis tenue à une ligne de conduite très précise, si je n'ai pas de traces écrites, si je n'ai pas de preuves, je ne brode pas. J'ai décidé de faire ça. Mais moi, je suis persuadée qu'elle l'a vu et qu'elle n'a pas dû être contente du tout. Et pour la petite histoire, plus tard, elle va se venger de Madame von Mopes, parce que Madame von Mopes a traduit aussi le Général du Roi et a fait une faute de traduction, mais énorme, à la dernière ligne. Et là, Daphné du Maurier a été furieuse, a envoyé une lettre incendiaire à Albin Michel, que j'ai retrouvée dans les dossiers, qui m'a beaucoup amusée. Et donc, je reproduis d'ailleurs dans le texte. Donc, Madame von Mopes n'était pas la favorite de Daphné du Maurier du tout. On pourrait dire à la limite que Hitchcock a été plus fidèle à Daphné du Maurier que Madame von Mopes. Oui, mais elle n'était pas contente avec Hitchcock non plus. Oui, c'est vrai qu'il y a eu d'autres choses. Il y a eu quand même des ratages. Il y a eu le ratage notamment de l'Auberge de la Jamaïque. Oui. Si vous revoyez ce film aujourd'hui, il a beaucoup vieilli. Et puis c'est une adaptation. Il n'est pas du tout fidèle au livre. Non, pas du tout fidèle au livre. Alors on parlait des oiseaux tout à l'heure, Birds, là. Bon, mais c'est un prétexte simplement. Bien sûr. Il s'est pas servi du tout il s'est servi de l'histoire, d'une situation. Il a tout transposé. Il a complètement créé des personnages. Il a fait un film très intéressant, certes, mais qui n'a rien à voir avec la nouvelle d'origine de Daphné du Maurier, qui est beaucoup plus noire et beaucoup plus terrifiante. Ils se retrouvent tous les deux dans la fin, quand même. C'est-à-dire ? Il n'y a pas de fin. Ah oui, il n'y a pas de fin. C'est vrai, sauf que dans la nouvelle, il y a quand même une fin horrible. Oui. Et dans le film, un peu moins. Enfin bon. Ah, moi, je me souviens, quand j'ai vu le film d'Hitchcock, avant d'avoir lu la nouvelle de Daphné du Maurier, j'ai été frustré, j'étais furieux. Je dis, mais ça s'arrête là, mais c'est pas fini. Hein. Voilà. Mais enfin, on a un petit peu cette impression-là aussi. On voudrait savoir la suite, là, également. Alors, Rebecca, c'est essentiellement, et on l'a déjà dit plus ou moins, deux facteurs primordiaux qui s'interpénètrent. Un lieu, Manderley, qu'elle cherchera toute sa vie. Elle habitera Menabelli, qui est un peu Manderley, on pourra en parler. Et puis, alors, le tour de force littéraire extraordinaire, mais qu'elle n'a pas inventé, je crois. Une femme qu'on ne voit jamais et dont on parle tout le temps. Alors, c'est un procédé littéraire qui a été employé de manière très très savante plusieurs fois. Alors, je voudrais vous citer, je ne sais pas si vous avez fait ce rapprochement, je voudrais vous citer le Tartuffe de Molière. Non, j'ai pas fait ce rapprochement. Alors, mais moi, je vais me permettre de le faire. Le Tartuffe de Molière, d'abord deux longs actes entiers où l'on dit tout et son contraire du personnage de Tartuffe. Ça n'arrête pas, on ne parle que de lui. Puis deux actes seulement où il est omniprésent, mais qui ne sont pas les actes les plus longs. Je connais bien ces personnages parce que j'ai joué ce rôle, alors je peux vous dire que ça m'a toujours intéressé. Et puis le dernier acte, le cinquième acte, où il fait pratiquement de la figuration, il a 3 répliques, c'est tout. Voilà. Alors, Rebecca de Winter, je disais, bon, j'utilisais le mot fantôme tout à l'heure, c'était d'une manière imagée quand même, parce qu'on est bien d'accord. Le fantôme, le spectre, l'évocation d'une femme morte qui vient hanter tous les vivants qui sont présents dans le château. Aucun des personnages principaux du roman n'est limpide. Alors, par exemple, l'héroïne narratrice. Qui est-elle ? On ne connaîtra même pas son nom. Ça, c'est un tour de force aussi. C'est un tour de force. Voilà. Maxime, le mari, homme tourmenté, peut-être pas très viril en fin de compte. Il n'a pas su conquérir sa première femme, il n'a pas su s'en faire aimer, et il était ridiculisé par elle. Voilà, on apprendra ça qu'assez tard quand même. Voilà. Bon, un homme tourmenté qui cache un secret mortel, le secret de la mort de sa première femme. Ne dites rien, s'il vous plaît. Oui, parce qu'il y a une différence entre le film d'Hitchcock
Oui, Et mais le là, livre aussi, je suis hein. désolée, je trouve qu'on rentre Je trop dans les m'arrête. détails. Je m'arrête. Vous en dites trop. Daphné ne serait pas contente. Si elle nous entend, elle ne serait pas contente avec vous. Et sinon, elle va vous envoyer Mrs. Danvers. Aïe, 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 j'en tremble déjà. Et puis Rebecca elle-même, une énigme. Alors Madame Danvers, moi je trouve que c'est une possédée en fin de compte. Il y a plusieurs variations Oui, sur Madame il y Danvers. a même, on peut même imaginer qu'il y a eu des choses assez troubles entre Madame Danvers. Il y a eu des tendances vénitiennes Oui, pour utiliser un effectivement. code du Maurier que Voilà. vous découvrirez dans le livre. Voilà, absolument, on n'en dira pas plus. Voilà. Et puis il y a également le cousin. Le cousin qui est joué par George Sanders, là aussi. Alors là, lui, il n'est pas clair du tout, parce que visiblement, il a quand même connu, dans tous les sens du terme, sa cousine. C'est-à-dire qu'il a plus que courtisé. Mais en plus de ça, il essaye de faire chanter Maxime après. Oui, tout ça est un nœud de vipère. Voilà. Alors, c'est une œuvre qui nous happe littéralement. Hein. Alors, la vôtre aussi nous happe, mais pas de la même façon. C'est que on la déguste, il nous faut savoir la suite, tandis que là, on est pris au collet, pratiquement, continuellement. Voilà. Alors, le temps passe, parce que c'est bon, on discute effectivement. Je voudrais cependant évoquer les rapports tumultueux de Daphné du Maurier avec la création cinématographique et Hitchcock en particulier. On vient de sortir une espèce de biopic sur Hitchcock là qui est joué par Anthony Hopkins. Bon, heureusement qu'il y a Hélène Mirren dans le film parce que mais enfin ça montre bien quel homme infernal il pouvait être. D'ailleurs c'est un petit peu le génie qui veut ça. Voilà. Alors rapport tumultueux. Alors les oiseaux, on disait c'est complètement transposé. Mais Hitchcock est coutumier du fait. Quand vous lisez la très belle nouvelle de Boileau et Narcejac d'Entre les morts, et puis que vous voyez Vertigo, alias Sueur froide en français. Parce que la nouvelle de Boileau et Narcejac, je ne sais pas si vous la connaissez, elle était magnifique, magnifique déjà, mais bon, c'est un autre univers. Et alors donc les oiseaux de Hitchcock, ça se passe en Californie, à Bodega Bay, avec ces acteurs merveilleux, dont Tippi Hedren, etc., qui est assez maléfique dans le film. Enfin, il n'y a pas du tout ça dans la nouvelle. La nouvelle, c'est une famille de paysans, d'ouvriers, de paysans, je crois, isolés à la campagne. Ils sont attaqués par des hordes d'oiseaux, et alors heureusement qu'ils ont pour les secourir quelque chose que j'ai découvert, je ne connaissais pas, il y a le bovril. Ah bah ça c'est tellement anglais. Voilà. Oui, alors j'ai goûté, j'ai pas trouvé terrible. Hitchcock ne l'a pas mis dans son film. Alors le bovril, c'est un genre de viandox, je crois. Enfin, c'est un petit peu ça. Ça leur permet de tenir le pouls. Faut être anglais pour aimer. Voilà, absolument. C'est quand même spécial. Mais bon, et alors évidemment, à part la fin qui est identique, et puis le procédé, l'histoire qui est racontée, qui est le cadre qui est le même, avec cette invasion inexplicable d'oiseaux. Alors Hitchcock a mis des espèces d'influences comme de la sorcellerie. Enfin, ce serait Tippi Hedren, le personnage de Tippi Hedren. Je crois. Je n'ai plus de son, enfin, je vais essayer. Non plus, j'ai plus de son. Voilà. Alors, il y a donc il y a Rebecca qui est quand même un chef-d'œuvre du 7e art, il faut dire la vérité. Et c'est pour ça que je disais, moi, au départ, que Rebecca, le roman, c'était un roman en noir et blanc pour moi, vous voyez. Parce que moi, j'ai découvert Rebecca après avoir vu le film. Donc j'ai un regard particulier aussi, ce que je regrette d'ailleurs, en fin de compte. Voilà. Alors, il y a aussi un autre épisode cinématographique. Bon, elle a été autrefois adaptée, mais il y a un certain Richard Attenborough qui a créé un film qui s'appelle Un pont trop loin et qui l'a beaucoup affecté pour des raisons familiales. Oui, c'est vrai. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, magnifique film avec Sean Connery, Robert Redford, Ryan O'Neal. Et en fait, Daphné du Maurier a été très affectée par ce film parce qu'il mettait en scène son mari, Tommy Browning, qui est décédé en 1965. Interprété par Doug Bogard. Interprété par Doug Bogard d'une façon qui n'était pas très, on va dire... pas flatteuse, en tout cas. Pas du tout flatteuse. Doug Bogard est un grand acteur, certes, mais il ne correspondait pas du tout à ce que Tommy Browning était dans la vie. Et notamment la terrible bataille d'Arnhem. Vous vous souvenez, donc, Opération Market Garden. Des milliers d'hommes sont décédés parce que des forces alliées étaient parachutées derrière les lignes allemandes. Et en fait, le mari de Daphné du Maurier était un grand homme militaire qui travaillait avec le général Montgomery. Et en fait, cette opération a été assez désastreuse, comme le raconte d'ailleurs le film. Et donc, Dirk Bogarde joue
un militaire un peu désabusé, qui se lave un peu les mains du sort de tous ces soldats. Mais conscient quand même. Hein, ce qui n'était pas du tout le cas du mari de Daphné du Maurier, qui a énormément souffert des pertes massives de ces hommes. Et donc, quand ce film est sorti, en 1981, il me semble, elle a vraiment... c'était déjà à une époque de sa vie où elle n'allait pas très bien, et donc ça a vraiment été un coup de grâce. Son mari était déjà mort depuis longtemps. Ah oui, depuis longtemps. Il est mort relativement jeune, lui aussi. En 65. Voilà. Oui. Il a fait une carrière extraordinaire, mais sa vie de couple n'était pas une réussite, hein, je crois. Voilà. Je voudrais parler maintenant de naufrages, au pluriel. Alors, pas ceux de l'auberge de la Jamaïque, mais celui d'un mariage qui a été au départ un mariage d'amour, incontestablement, et puis celui de l'auteur dans sa vieillesse, parce que ça a été pathétique, je crois. Hein. Alors, pathétique n'est pas le bon mot, je trouve. Je trouve que c'était au contraire une lutte d'une grande tristesse. Un refus, notamment. Oui, parce que Daphné du Maurier avait une tristesse héréditaire de la part de son père, de son grand-père, ce que j'ai appelé le ruban noir des du Maurier. Elle a toujours lutté contre cette tristesse qu'elle avait en elle. Elle était à la fois quelqu'un de très drôle, mais elle était un peu poursuivie par cette tristesse. Et donc, vers la fin de sa vie, quand son mari n'était plus là, quand elle a dû quitter Ménabili, c'est vrai qu'on peut parler de naufrage, parce que, du coup, les idées de livres ne venaient plus. Et pour quelqu'un qui a tellement écrit, qui a tellement infusé, pour utiliser un mot de code du Maurier, elle se jetait dans les livres comme elle se jetait dans sa vie, quelque part. Sa vie, c'était ses livres. Et donc, vers l'âge de 65 ans, finalement assez tôt, quand ces idées de livres ne venaient plus, ça a été une longue déchéance très difficile pour elle, pour ses proches, de ne plus pouvoir écrire. Et on lui a demandé d'écrire ses mémoires, son autobiographie, ce qu'elle a fait d'ailleurs avec une immense difficulté, parce que repartir en arrière, reparler de la France, de sa rencontre avec Fernand, de son cousin Geoffrey, de ses débuts dans l'écriture, de sa passion pour la Cornouaille, pour les bateaux. C'était presque comme si elle trempait ses lèvres dans quelque chose d'absolument fatal. Une souffrance. Et ça a été terrible pour elle d'écrire ce livre, puisqu'elle ne s'en est jamais remis. Elle n'a plus rien écrit après. Ses éditeurs ont ressorti des éditions différentes, de nouvelles, pour faire croire qu'il y avait des nouveautés. Mais en fait, il n'y a jamais eu de nouveautés à partir de la fin des années 70. Et donc là, ça a été la lente mort de l'écrivain. Et c'est pour ça que la fin du livre a été difficile à écrire, parce que je ne voulais pas non plus que mes lecteurs restent sur quelque chose de triste, même si ça l'est. On a tous connu des gens qui vieillissent avec difficulté. Et donc j'ai préféré ouvrir la porte sur ce qu'elle nous a laissé, sur cet héritage qu'elle nous a laissé et qui est encore tellement riche et merveilleux aujourd'hui. Je voudrais vous poser une dernière question un peu perverse, pour dire la vérité. Enfin, toute proportion gardée. À l'échelon international, peut-être pas pour les Britanniques, mais à l'échelon international, que resterait-il aujourd'hui de Daphné du Maurier s'il n'y avait pas eu Hitchcock ? Alors, je ne peux pas vraiment vous répondre, parce que je sais qu'en Angleterre et en Amérique, elle est encore très lue, indépendamment de Hitchcock. Et même, il y a eu récemment des livres qui sont ressortis avec des préfaces écrites par des romancières anglaises importantes, comme Antonia Fraser, comme Sarah Water, qui ont vraiment voulu remettre Daphné du Maurier à sa place, c'est-à-dire la place d'un grand écrivain. Donc, en France, je ne saurais pas quoi vous dire. Tout ce que je sais, c'est que j'ai quand même plongé dans les chiffres de vente de Daphné du Maurier en France, et je peux vous dire que Rebecca s'est vendue à 500 000 exemplaires. Donc je ne pense pas qu'elle ait eu tellement besoin d'Hitchcock pour vendre ses livres. Et d'ailleurs, il y a toute une armée silencieuse depuis la sortie de mon livre qui s'est levée. Beaucoup de lecteurs viennent me voir en me disant « Ah, Daphné du Maurier, je l'ai tellement lu, ma grand-mère l'a tellement lu, ma mère l'a tellement lu ». Et pour terminer, je dirais que mon éditeur de livres de poche, qui publie donc les œuvres de Daphné du Maurier en poche, m'a dit qu'elle avait déjà plus vendu en un mois depuis que Manderley est sorti qu'en un an. Mais donc, il faut dire que dans le livre de poche, c'est la version de Van Moppes. Hein, oui, mais là, on ne parle pas seulement de Rebecca. Ah oui, on Rebecca, parle de tous les autres livres, là. Parce que Daphné du Maurier n'a pas écrit que Rebecca, il faut le dire. Qu'est-ce qu'il faut absolument redécouvrir, justement ? Alors, ces nouvelles, bien sûr, Les Oiseaux. Et je vous donnerai 2 romans, si vous avez envie de poursuivre avec elle. Ma cousine Rachel, qu'elle a écrit au début des années 50. Merveilleux livre aussi sur la manipulation, la jalousie, avec une fin très déroutante.
Et puis La Crique du Français, qui est un roman qu'on pourrait dire romantique, mais en fait pas du tout, parce qu'il n'a absolument pas de happy end. Mais l'héroïne a une histoire d'amour avec un pirate français. Et c'est très intéressant de savoir qui est le pirate. Je ne dis rien, mais la réponse est dans Manderley Forever. On va laisser maintenant la parole à l'auditoire si c'est possible. On va quand même souhaiter bon vent à Manderley Forever. Et juste petite indication, est-ce qu'on peut savoir, pour terminer, Tatiana Dronnet, vers quel nouveau rivage vous allez nous amener maintenant? Alors pour l'instant, je suis toujours sur le rivage de Daphné, puisque j'ai trouvé une phrase assez amusante qui fait rire mes lecteurs. Daphné m'a tué, ER. En écrivant ce livre, c'est vrai que j'ai énormément donné de moi-même. Ça a été un livre passionnant à écrire, mais vraiment assez épuisant. Et donc je vais faire une grosse tournée libraire jusqu'à la fin du mois de juin. Et après, mes rivages seront des rivages de voyage, puisque j'ai envie d'aller dans des pays que je ne connais pas, et cette fois-ci sans livre, sans faire de promotion. Et donc l'écriture reviendra plus tard, peut-être dans un an. Donc, Daphné du Maurier écrit sur le mur avec du sang, bien entendu. Oui, bien sûr. Bon, je vous remercie beaucoup. Maintenant, la parole est à notre auditoire. Vous avez évoqué la déception de Daphné du Maurier par rapport à son origine française. Vous n'êtes pas revenu. Oui. Ah non, c'était pas une déception en fait. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que son grand-père, donc le fameux Kiki, et son père Gérald étaient persuadés qu'ils descendaient d'une grande famille de la Sarthe, qu'ils avaient un château, des usines pour créer du verre, des souffleurs de verre, et que donc il y avait des grandes propriétés quelque part dans la Sarthe, et que tout ça avait brûlé à la Révolution française, et qui descendait d'un monsieur Busson du Maurier. Bon. Et Daphné du Maurier a découvert, en essayant de comprendre, en allant dans la Sarthe justement et en retrouvant la trace des Bussons, que son arrière-arrière-grand-père, un monsieur qui avait un peu la folie des grandeurs, qui s'appelait tout simplement Robert Mathurin Busson, et il est né dans une toute petite ferme que j'ai vue de mes yeux et qui s'appelle la ferme Le Maurier, qui doit faire le quart de la pièce où nous sommes. Et ce monsieur, qui était souffleur de verre, comme son père, est parti au moment de la Révolution française parce qu'il était criblé de dettes. Il est parti avec sa femme, il est parti très vite, il a pris le bateau, il est parti et évidemment, il a trouvé ça beaucoup plus chic, une fois arrivé en Angleterre, de se faire appeler Monsieur Busson du Maurier par rapport à la petite ferme où il est né. Et donc quand Daphné a découvert ça, elle a trouvé ça très drôle. Et d'ailleurs, elle a écrit Les Souffleurs de verre, qui est un livre dont on n'a pas parlé, mais que je vous invite à découvrir aussi, qui raconte l'histoire de ses ancêtres français. C'est considérable d'ailleurs, l'œuvre de Daphné du Maurier en volume, c'est énorme. C'est vrai. Merci. Autre question? Moi, je voudrais simplement vous remercier parce que moi, ça m'a rappelé évidemment des lectures que j'ai eues pendant toute ma jeunesse, à Rebecca, ma cousine Rachel, etc. Et je voudrais surtout vous remercier parce que non seulement vous avez écrit un livre qui est une somme quand même, qui vous a demandé de nombreuses recherches et qui nous éclaire sur Daphné du Maurier, mais également vous permettez de redécouvrir ou de découvrir Daphné du Maurier pour tous les lecteurs. Merci. Merci beaucoup, c'est très gentil à vous. Merci. Merci beaucoup.